Chevalier du Savoir. Je suis à nouveau avec un ami de la chaîne que je suis toujours content de revoir, et il revient nous voir parce qu'il a une actualité. Ange Mathieu Mésadri vient nous présenter ses livres. Il vient, il m'apporte ses livres. Je ne les ai pas encore lus, ceux-là, contrairement à ce que je fais la plupart du temps avec les auteurs, mais c'est assez sympathique qu'on change un peu de méthode. Et donc c'est lui qui va plus parler et nous présenter son actualité, les livres qu'il vient de sortir, qu'il a sorti il n'y a pas longtemps. Bon, merci beaucoup Michael de m'accueillir de nouveau. Avec plaisir. Et effectivement, j'ai sorti deux livres qui sont un peu différents. Un est un roman, l'autre est un pamphlet, mais les deux se marient relativement bien parce que les idées passent de l'un à l'autre. Le premier, c'est le roman. C'est l'actualité toute récente, c'est ce livre qui s'appelle La nuit du couple. Je l'ai écrit avec une journaliste algérienne. Ouais, c'est original comme livre. Oui, et puis ça sort complètement de l'ordinaire parce que j'avais envie, depuis très longtemps, d'écrire un roman érotique. Alors c'est un vrai roman, hein, ce n'est pas qu'une série de scènes scabreuses, c'est un vrai roman. Mais les romans érotiques, pour l'expérience que j'en ai, sont toujours un peu décevants. Pourquoi ? Parce que quand ce sont des romans érotiques écrits par des hommes et s'ils sont hétérosexuels, en général l'intrigue est plus que limitée. Et là vous avez fait une intrigue vraiment intéressante. Alors, oui, avec une femme, c'est-à-dire que là il y a le ressenti masculin et le ressenti féminin emmêlés, si j'ose dire, et le terme est tout à fait exact. La nuit du couple. Avec, alors la femme s'appelle Iman Amou. Oui, exactement. Et je crois que ça n'a jamais été fait, en tout cas moi je ne connaissais pas d'exemple de roman de ce genre, et c'est un vrai roman, je le répète, et peut-être qu'il est intéressant que je dise aux lecteurs qui me connaissent un peu grâce à vous, que le roman, celui-ci, La nuit de couple, commence à peu près en même temps que Le Fils de la Nation que nous avions déjà présenté. Ouais. En fait, le personnage principal du Fils de la Nation s'appelle Santou Sampieri, et c'est le neveu de Marc qui est le personnage principal de ce roman. Donc, parce que j'aime beaucoup que les personnages passent d'un roman à l'autre. Moi aussi j'adore, et beaucoup d'auteurs font ça actuellement, je trouve. Et d'ailleurs, pour tout dire, Marc Sampieri est le personnage principal de mon tout premier roman, qui s'appelle Marche forcée. Marc Sampieri, on le retrouve dans Lettre à la femme de l'autre, et bien sûr, on le retrouve en personnage secondaire dans Le Fils de la Nation, et on le retrouve en personnage principal dans La nuit du couple. Très bien, ouais, ça donne envie, c'est érotique, mais ça s'inscrit bien de toute façon dans votre œuvre, ça fait partie à part entière puisqu'on retrouve les personnages. Oui, et puis en plus, il y a les idées politiques qui sont présentes, parce que effectivement, vous l'aviez remarqué, Michael, quand vous m'aviez interrogé pour Le Fils de la Nation, ce livre peut être pris aussi comme un manifeste nationaliste, en l'occurrence un nationaliste corse, et on retrouve les éléments de ce nationalisme. Et je peux dire quelque chose qui va être une polémique d'ailleurs, tant en Corse que de l'autre côté de la Méditerranée. La chaîne n'a pas encore la notoriété pour être vraiment censurée, pour qu'on garde beaucoup, je pense que ça devrait aller, allez-y, oui. Mais je l'ai un peu fait exprès de l'écrire avec une journaliste algérienne, parce que vous avez dû le remarquer, puisque vous avez lu tous mes livres, que mes livres sont nationalistes, c'est très clair, ça j'assume, mais ils ne sont aucunement racistes. Et là, c'était aussi l'occasion de le montrer. Il y a beaucoup de gens, de gauchistes même, qui confondent nationalisme et racisme. Alors que ça n'a strictement rien à voir. Le nationalisme est une chose, le racisme en est une autre. Donc, le nationalisme, pour moi, c'est quelque chose de noble, parce que l'on défend sa culture, sa nation, son héritage. Le racisme, c'est autre chose. C'est de pas aimer les autres, de vraiment détester, de ne pas pouvoir voir quelqu'un qui est étranger alors que c'est pas du tout ça. Alors vraiment, et si les gens... comme ça non plus. Bien sûr. Et si les gens déjà avaient le moindre doute, déjà dans Le Fils de la Nation, c'était clair que le personnage principal, Santou Sampieri, est nationaliste puisqu'il libère la Corse de son dernier occupant en date, mais il n'est absolument pas raciste. Et là, si on peut le dire, son oncle le montre encore très bien. Mais aussi, il y a une petite idée politique derrière,
c'est que, alors je ne déflore pas la fin, parce que vraiment la fin, le dernier mot est au personnage féminin. Le dernier mot est au personnage féminin, qui est donc une maghrébine. Mais il y a un tel modèle, qui est le modèle corse, en tout cas le modèle corse traditionnel, c'est que moi je le défends. Eh bien, ce que je veux faire comprendre à travers ce livre aussi, c'est qu'un modèle qui s'assume est un modèle attractif. Et que peut-être les gens qui nous parlent tous les jours que fait Dieu, des difficultés d'intégration dans un pays comme la France, de populations qui viennent d'ailleurs, c'est peut-être aussi parce que trop de gens en France ne défendent plus le modèle qui est le leur. Et comment voulez-vous que des gens extérieurs adoptent un modèle que les autochtones qui sont censés le défendre dénigrent? Oui, tout à fait. C'est ce que je vois aussi, je vois trop ça en France. C'est complètement ridicule, et de mon point de vue, l'attitude de ces gens-là. Et en fait, mes romans s'inscrivent complètement en faux par rapport à cela. Tout à fait, c'est ce que j'ai vu. Et quant à ce livre... On reste dans la politique avec ce livre. Ah ben oui, on n'est plus dans les romans. Mais on pourra revenir dans le roman, si. Mais, et en fait, ce livre, ça m'a été demandé par une maison d'édition corse qui s'appelle Anima Borsa, qui ça veut dire l'âme corse. Et l'idée, c'était un petit pamphlet. Alors là, nos amis lecteurs et puis nos amis spectateurs qui suivent la chaîne voient bien le titre « Pourquoi je ne suis pas républicain ?» Ben, effectivement, je voulais traiter ce sujet parce que, clairement, la République, moi je m'en fiche complètement, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que la République n'est qu'un habit. L'important, ce n'est pas l'habit, c'est la personne qui porte de l'habit. Et la question est importante pour moi, c'est la nation. Ça, la nation, c'est important. Et si, par exemple, je ne le disais pas à l'instant même, ça serait contradictoire par rapport à tout ce que je vais dire par rapport au roman. La nation m'importe, que ce soit la nation corse, bien sûr, évidemment, mais aussi la nation française, ça c'est important. Ouais, l'histoire de France, la France a une histoire bien avant la République. Et donc, la République, je m'en fous. Par contre, ce qui est important, c'est la démocratie. Et aujourd'hui, si je peux me permettre une petite incise politique, on nous parle tous les jours que fait Dieu, la République, la République, la République. Quant à la démocratie, elle, je me demande où elle est. Parce que quand on voit le spectacle lamentable que donne le valeureux président de la République actuelle avec son très croquignolesque gouvernement, on se demande où on est. Si nous étions vraiment dans une démocratie, puisque le président de la République est rejeté par la population, puisque le gouvernement est rejeté, puisqu'il faut retrouver une majorité, nous irions aux urnes. Peut-être que le président serait réélu, peu importe, ça c'est un autre sujet. Mais nous irions aux urnes. Eh bien, on n'y va pas, au nom soi-disant de défendre une république qui ne respecte même pas ses valeurs. En plus, le mot République, moi je ne sais même plus ce que ça veut dire, parce que la République, selon M. Mélenchon, ce n'est pas la République selon M. Macron, ce n'est pas la République selon M. Retailleau, ce n'est pas la République selon Mme Le Pen. Donc un mot qui est comme ça, qui veut dire tout et son contraire, c'est un mot qui n'a aucun intérêt. Par contre, la nation, oui. Par exemple, quand j'entends tous les hommes ou les femmes politiques d'ailleurs, le personnel politique, qui ne peut pas s'empêcher de terminer ses harangues en disant « Vive la République, vive la France », non, vive la France. Ça, oui, la République, c'est une autre histoire. Par contre, vive la démocratie, ça m'intéresse. Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, ça, oui. Mais le reste, non. Ouais, ben voilà, j'entends certains macronistes, ça me fait bondir, ils disent nous on a été élus, il y a des élections, on fait ce qu'on veut, on prend les décisions, voilà, alors que c'est pas ça, même si tu as été élu pour 5 ans, tu gouvernes pour le peuple, ils croient tous, mais maintenant dans l'Union européenne, pour beaucoup, que voilà, ils sont élus pour tant d'années, donc puisque le peuple a voté pour eux, ça leur laisse, même
même le droit de trahir leurs promesses, de faire ce qu'ils veulent, et non, ils gouvernent par le peuple, pour le peuple. Donc s'ils trahissent leurs promesses, ou ils font des nouvelles mesures, des nouvelles lois que le peuple n'a pas voulu, normalement, je trouve pas ça normal. C'est pas un blanc-seing, on élit quelqu'un, et puis à un moment, et puis après le peuple, il peut en avoir marre, il peut avoir envie de les jeter. C'est le peuple, normalement, le souverain. Exactement. Par exemple, dans la Constitution nationale de la Constitution corse, alors je précise aussi pourquoi je ne suis pas républicain, au sens classique d'aujourd'hui. C'est même plus que ça. Mais parce que, très clairement, aujourd'hui, on nous présente la France comme étant la fille aînée des républiques. Bon, elle a été la fille aînée de l'Église, mais elle a renié sa vocation, donc il faut bien qu'elle se trouve une vocation de substitution. Mais je m'excuse, la première constitution républicaine de l'ère moderne, c'est une toute petite île en Méditerranée qui s'appelle la Corse, avec Pascal Paoli en 1755, avant notre annexion par la France. Donc républicain au sens paoliste et corse du terme, oui. Républicain au sens dénaturé que nous avons aujourd'hui dans les débats politiques d'aujourd'hui, c'est non, 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 non. Et parce que nous avons une république qui est complètement dénaturée et qui tue la nation. Parce que, à la limite, la république serait un peu dénaturée, mais la nation se porterait bien. Après tout. Voilà, après tout. Mais là, c'est la nation qui est en train de mourir. Et est-ce qu'on est heureux de voir une nation qui meurt? Moi, non, il faut le dire, voilà, j'étais pas trop dans la politique sur ma chaîne aussi parce qu'il y a de la censure et tout ça en plus. Ce qui montre bien qu'il y a un problème, toute cette censure maintenant, mais on voit que c'est plus pareil, même la France en 2016-2017 c'était autre chose, elle avait déjà des problèmes, mais les gens il y avait une autre ambiance, ils avaient un autre allant, ils étaient plus... là on voit que tout le monde a l'air complètement, une bande de zombies, quoi, complètement... un peuple triste, c'est-à-dire que ça devient triste, on sent bien que... J'ai la chance d'être médecin, vous connaissez ceci puisque votre père est médecin également. J'ai la chance d'être médecin, j'ai la chance de continuer à exercer, j'ai aussi la chance, d'une certaine manière, d'être médecin du travail, donc de voir du tout venant, notamment en banlieue parisienne. Eh bien, je le sens, ce désarroi de la population. Et ça n'augure rien de bon. Parce que les gens vont ronger leurs freins, mais je crains fort une énorme explosion. Vous vous rappelez quand vous... Il faudra peut-être une énorme explosion. Vous vous rappelez quand vous m'aviez interviewé sur le Fils de la Nation, il y a le Fils de la Nation parle de l'effondrement de la France et d'une guerre civile. Évidemment, c'était romanesque, bien évidemment, mais les éléments qui apparaissent aujourd'hui me semblent accréditer, voire même dépasser la fiction qui était celle de ce roman. C'est-à-dire qu'il y a actuellement, je sens la haine. Par exemple, vous parlez de notre président de la République, puisqu'il est président de la République. Pour d'autres présidents, par exemple, à une époque, moi j'avais été engagé en politique, dont des gens discutaient avec moi. Je pouvais sentir du rejet de tel ou tel personnage politique. Mais là, ce n'est plus du rejet, c'est de la haine. C'est de la haine, quoi. Et pourquoi? Parce que, effectivement, les gens ont l'impression d'être grugés, méprisés. Il y a une liberté qui part de plus en plus. Exactement. Et même ça intervient dans notre vie quotidienne maintenant, ce qu'on ne voyait pas avec même les présidents d'avant. Mais c'est quand même triste de voir ceci, et si franchement, et c'est là d'ailleurs que les deux livres, La nuit du couple et Pourquoi je ne suis pas républicain se regroupent, parce que si malheureusement la France continue à être ce qu'elle est, et je souhaite bien sûr qu'elle change, un grand pays comme la France, je souhaite vraiment pas le malheur, bien évidemment, mais si le pays n'est pas capable de sortir de l'impasse dans lequel il se trouve, en tout cas pour le groupe auquel j'appartiens, c'est-à-dire le peuple corse, il n'y aura plus que la solution du séparatisme, parce que, je l'ai dit plusieurs fois dans des interviews, notamment en Corse, si le navire France est en train de couler, je raisonne par analogie par rapport au Titanic,
quand le Titanic a coulé, tout le monde n'est pas mort. Et bien si le navire France coule par la bêtise même des gens, quoi, qui ne vont pas voter, qui votent n'importe comment, et bien il n'y a pas de raison que nous mourions avec un peuple qui ne veut plus vivre, quoi. C'est quand même terrible, quoi. Et effectivement, les positions un peu, alors il y a un peu nationalistes, je ne parle pas d'autre chose, puisque là je reviens à un roman érotique. La dimension nationaliste, il y est aussi. Et je crois que ce livre a aussi, au-delà du travail stylistique, du travail romanesque, d'une écriture à quatre mains, un homme, une femme, il a aussi l'intérêt de montrer ce que c'est qu'un modèle assumé. Comme je le disais à l'instant, un modèle qui est assumé, c'est un modèle attractif. Bon, il y a un sabotage maintenant de plus en plus avec le wokisme, etc. Les gens, ils détestent leur pays partout et ça va pas. Et on voit qu'ils sont pas heureux. Si au moins ça les rendait heureux, mais on voit que voilà, on leur dit que c'est des salauds, qu'il faut faire repentance et tout. Et on voit que voilà. Au début, quand j'ai créé la chaîne, on voyait que c'était même autre chose sur les réseaux sociaux. Il y avait plein de gens qui m'écrivaient. C'était sur Facebook à l'époque des auteurs qui étaient contents. J'ai contacté, ils étaient contents de. J'avais aussi, vous savez, je faisais aussi des parcours historiques dans Paris, en auto-entreprise. J'en avais parlé, les rois maudits, mais je vais arrêter ça. Je vais arrêter l'auto-entreprise. La chaîne marche plus et tout, parce que là, les Français, ils veulent plus consommer. On leur a dit que c'était la fin de l'abondance, notre fameux président, et depuis, je vois pratiquement plus personne pour mes parcours historiques. On leur fait peur, on les culpabilise. Voilà, le pays va plus bien du tout. On le voit dans même mes activités. Malheureusement, oui, et c'est quand même détestable que la classe politique, alors bien sûr l'actuel président en est malheureusement responsable, mais pas que lui, parce que le terrain a été préparé par d'autres avant. A été préparé par d'autres avant. Je n'ai pas amené le livre parce que je ne voulais pas embêter tous nos auditeurs, lecteurs, spectateurs. Mais j'ai sorti aussi un essai, vous y faisiez allusion avant que nous commencions cette interview, qui s'appelle Manuel d'autodéfense contre les libéraux libertaires. Et effectivement, ce que fait Macron a déjà été préparé par d'autres avant lui, quoi. Quand on nie l'intérêt national, quand on abandonne sa souveraineté au profit de l'Europe. Il y a un auteur corse, je crois que c'est Roger Caratini, paix à son âme, il est mort, qui a dit ceci, ou qui aurait dit, si ce n'est pas lui l'auteur, mais la phrase est celle-ci: si la France n'est plus qu'une province de l'Europe, pourquoi la Corse resterait-elle une province de la France? C'est tout le problème, quoi. C'est tout le problème. Mais peut-être qu'ils veulent se débarrasser de la France, notre gouvernement. Comme la Nouvelle-Calédonie et tout, ils sont en train de leur dire qu'on va leur faire des statuts particuliers, etc. Je pense, pour ma part, je le pense, c'est que c'est le processus de dégradation finale qui, pour moi, rétrospectivement, avec la vision que j'ai, historique, ça nous ramène à ce roman Le Fils de la Nation, qui a une dimension historique, ça nous ramène bien sûr à mon dernier roman, mais ça nous ramène au roman précédent. La vision historique, c'est que la France a commencé à se dégrader à la Révolution, et même un tout petit peu avant, en particulier par le traité de Paris de 1763, quand la France, après la guerre qu'elle a menée contre les Anglais en Amérique, a perdu. Et là, on a eu la France n'était plus une nation de dimension internationale. C'est l'Angleterre qui était passée devant. Et alors, la France s'est crue une grande nation en essayant d'investir en Europe ce qu'elle avait perdu outre-mer, d'où pour moi, selon ma conception, l'annexion de la Corse pour essayer de s'ancrer en Méditerranée. Mais la Révolution française a été le début de la décadence. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu des éléments démographiques qui l'ont montré.
La France, avant la Révolution française, c'était la Chine de l'Europe. La France, à elle toute seule, représentait la moitié de la population européenne, Russie mise de côté, puisque la Russie est entre l'Europe et l'Asie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans la communauté européenne, en fait, il faudrait que la France représente à peu près 280 millions de citoyens européens. On voit bien la décadence. Après, mon beau compatriote, Bonaparte, avec ses guerres napoléoniennes, a fait tuer des millions de Français. Donc il y a eu la chute démographique. Il y a des études des démographies qui le montrent. Après la Révolution, la démographie s'est effondrée. La perte politique, et moi je commence à mettre le début de la fin de la nation française en tant que grande nation qui participe et qui écrit à l'histoire à partir de 1763. Alors d'autres diront 1763, c'est les conséquences de ce qu'avaient fait auparavant les autres rois. Les rois, c'est possible, je ne suis pas spécialiste de ça, mais on voit la décadence de la France, et aujourd'hui, on en est presque au stade final, avec un pays qui n'est même plus capable de se faire respecter sur son propre sol. C'est quand même terrible, et un peuple qui s'excuse sur sa propre terre d'avoir les valeurs qui sont les siennes. Ça va pas, quoi. Moi, quand je voyage beaucoup à l'étranger, quand je suis en Asie, je veux voir des Asiatiques, je veux pas voir des... quand je vais en Afrique noire, je veux voir des Africains, quand je vais au Maghreb... La mondialisation, c'est un gros problème. Les uniformes. Alors, bien sûr, mais bien sûr que ceci existe, mais les autres peuples, l'impression que cela me donne à travers les voyages que je fais un peu partout où je peux les faire, c'est que cette mondialisation existe, mais les gens sont quand même fiers de ce qu'ils sont. Nous, on a la mondialisation, je dirais, c'est même pas de la mondialisation chez nous, c'est en France, c'est plutôt de l'américanisation, mais qui n'est même pas assumée. Ça se fait d'une manière honteuse. Il y a partout des McDo, il y a partout des Starbucks. On ne va pas citer les chaînes, parce qu'on est les marques, parce qu'on n'est pas là pour leur faire de la publicité, mais il y en a partout. Et en même temps, on prétend ne pas être américanisé. Mais oui, la France est complètement américanisée. Et c'est quand même triste, ça. C'est quand même très triste, quoi, parce que moi, ce qui me plaît, c'est la langue française. C'est la culture française, c'est la beauté des paysages, c'est une certaine douceur de vivre. La plus belle expérience que j'ai faite en tant que Français, c'est qu'il y a plusieurs années en arrière, quand je suis allé au musée des Beaux-Arts à Boston, il y a au deuxième étage, non, c'est pas au deuxième étage, c'est au premier étage, mais il y a deux étages, le rez-de-chaussée qui est consacré à la peinture américaine, et l'étage au-dessus à la peinture européenne, et il y a toute une salle qui est consacrée aux impressionnistes français. Eh bien, c'est extraordinaire, quand on rentrait dans cette pièce, même les gens qui parlaient autour, le silence, c'est une espèce de silence admiratif devant ces peintures. Effectivement, ces peintures, certaines je les connaissais sur des catalogues, mais je ne les avais jamais vues en vrai, donc j'ai pu les voir en vrai. Et cette expérience dans cette partie-là du musée des Beaux-Arts de Boston, je l'ai faite, je vais souvent à Boston, et c'est tout le temps pareil. Il y a beaucoup de touristes étrangers qui viennent de partout dans le monde. Dès que les gens rentrent dans cette pièce, on voit dans leur regard l'admiration pour cette peinture. Et j'étais là, assis sur un fauteuil un peu comme le nôtre, et je me disais, voilà ce que le peuple français a donné à l'humanité. C'est peut-être la genèse de ce roman qui a commencé, de ce texte, qui a commencé là. Je me dis, les Français se glorifient de leur révolution qui n'a été qu'un bain de sang. Il suffit de voir les massacres de Vendée. Est-ce que les Français ont donné de beau? Ce n'est pas leur révolution. C'est ça, les peintres impressionnistes. La France disparaîtra peut-être, je souhaite que non, évidemment. La République française disparaîtra, ça est en cours. Mais par contre, ce que ces grands peintres, ce que ces grands poètes, par exemple, là on parle des peintres, mais il y a aussi les grands poètes, les grands musiciens, et ça, ils l'ont donné définitivement à l'humanité. Et cet apport-là de la culture française, notamment via ces peintres, notamment les impressionnistes, via ces musiciens, via ces poètes,
Ça, c'est romancier aussi, c'est Balzac. romancier, bien sûr. C'est magnifique. Ouais. Et c'est sublime. Moi, on m'avait posé une question, par exemple, à la télévision, je ne sais plus où c'était, c'est une chaîne nationale. Je dis qu'effectivement, si la Corse devenait indépendante, j'abandonnerais ma nationalité française pour prendre la nationalité corse. Mais j'ai précisé, je resterai un écrivain francophone parce que j'aime la culture française et j'aime la littérature française. Et voir des gens qui sont des Français, je dirais, plus classiques que moi, dénigrer leur propre culture, leur propre pays, leur propre héritage, mais pourquoi en plus? Pour suivre la dernière mode qu'ils ont vue à la télé? Mais c'est ridicule, quoi. Je suis un peu dur dans ce que je suis en train de dire, hein. Mais je crois que ça fait du bien de le dire. Non, et puis en plus, malheureusement, hein, ou heureusement, ça dépend, chacun verra comme il entend, il le verra comme il entend, c'est à l'origine de ce roman, c'est à l'origine de ce roman, c'est à l'origine de ce pamphlet. Je n'aurais pas pu écrire tout ça si je n'avais pas les idées que je suis en train de développer. Et si je n'expliquais pas les idées que je suis en train de développer maintenant, ben, ça rendrait mes livres complètement incompréhensibles. Oui, tout à fait. Ça fait partie oui, ça fait partie du tout. Alors, je sais que ce que je dis... ça ne perdra pas certains. Ah non, ça je pense que... Mais déjà, ils me détestent, donc un peu plus, un peu moins, ce n'est pas trop grave. De toute façon, au bout d'un moment, la situation elle est tellement terrible, le pays il est tellement tombé que des fois il vaut mieux dire les choses. C'est bien que même cette vidéo, grâce à votre œuvre, elle me permet de dire certaines pensées. Oui, et puis en plus c'est moi qui les ai prononcées, ces paroles-là, donc j'assumerai. Mais malheureusement, effectivement, je ne peux que... Je suis médecin, je l'ai dit, je ne peux poser qu'un diagnostic, et d'ailleurs que le pronostic vital de la France est engagé, quoi. C'est clair. Et ça se voit dans l'ambiance, dans tout, dans notre vie à tous, ça va plus du tout. En tant que nation qui fait l'histoire, hein. Ouais. En tant que nation qui fait l'histoire, si on considère que l'avenir de la France maintenant, c'est d'être une petite nation qui... Et encore, je ne sais pas, parce qu'il y a de la haine même entre les Français maintenant. Oui. Je ne sais même pas comment ça va se terminer. Ils ont l'habitude de se laisser faire. Ce président, il nous a humiliés quand même vraiment. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Là, je ne sais même pas qu'est-ce qu'on va... Même la nation va réussir à se reconstruire pour être quoi après ça? Alors, effectivement, ce que vous dites, Michael, ça rebondit par rapport au Fils de la Nation, parce que le Fils de la Nation décrit ça... le roman qui s'appelle... décrit l'effondrement de la France en tant que nation, quoi. Et quand j'écrivais cela, je me disais, mais mon vieux, tu exagères, je me parlais à moi-même. Et bien malheureusement, on peut presque dire qu'il était prémonitoire. Ouais, tout à fait. On peut même dire ça, et ce qui est quand même un peu triste pour une nation qui quand même a donné des belles choses, parce que je reviens sur ces impressionnistes, je reviens sur des musiciens magnifiques, comme notamment tous ces grands auteurs du 19e siècle qui étaient extraordinaires, ou même du début du 20e siècle, des compositeurs comme Poulenc, que les gens comme Berlioz, comme Saint-Saëns, c'est extraordinaire, quoi. La poésie symbolique française, elle est magnifique, quoi. C'est splendide. Moi, par exemple, je suis un grand amoureux de la musique des Doors. Jim Morrison, le chanteur parolier et leader des Doors, était amoureux de la littérature française et notamment de la poésie symbolique, quoi. Ouais, tout à fait. Tout ça, c'est beau, quoi. Oui, tout à fait. C'est beau. Mais même maintenant, et des livres actuels, c'est pour ça que l'auto-édition, ça donne quand même une liberté, c'est bien, mais des livres actuels, il faut qu'ils soient réécrits pour pas offenser telle ou telle minorité, il y a des relecteurs de sensibilité, c'est catastrophique tout ça. Moi, ce n'est plus de la littérature. Alors là, il y a dans ce roman-là, dans La Nuit de couple, il y a 2 ou 3 notes sur
Et le pire, je voulais dire aussi, c'est que par exemple, même on envisage de réécrire certaines choses qui ont été écrites, on change des titres, même des auteurs. Alors il y a les auteurs actuels, de toute façon ils sont beaucoup de plus en plus dans l'idéologie dominante, surtout quand c'est des grands auteurs, bon, disons, quand c'est des auteurs mainstream qui sont dans des grandes maisons d'édition. Il y a encore quelques pensées différentes dans l'auto-édition, la vôtre c'est pas mal, et même les auteurs du passé qui ont enchanté des générations et des générations, je sais pas, en Angleterre on va donner un avertissement ou faire quelque chose avant en préface de Orwell, avant Agatha Christie qui s'appelait Dix Petits Nègres, on a changé le titre, c'est catastrophique, c'est la civilisation européenne, ça va plus du tout. Il y a des choses, ça a été écrit à une certaine époque, il fallait que ça garde les caractéristiques de l'époque. Même ça si... c'est sûr, ce texte-là par exemple, dans une grande maison d'édition, d'ailleurs un de mes amis qui est un éditeur d'une grande maison d'édition, dont je ne citerai pas la maison d'édition ni le directeur de cette maison qui est un ami, ils n'auraient pas pu le prendre. Parce qu'il y a 2 ou 3 sentences relativement à une certaine conception du féminisme. Chez un grand éditeur, ça ne passait pas. Là, c'est un plus petit éditeur, et puis où je dirige une collection d'ailleurs, mais chez quelqu'un d'autre, non, ça passait pas, parce qu'ils auraient trouvé que c'était blessant pour la sensibilité d'aujourd'hui, mais avec une mentalité pareille. Par exemple, Voyage au bout de la nuit, qui est quand même un des plus grands livres de littérature française contemporaine, on ne le sort pas, quoi. Ah ouais. On les sort. Donc ça veut dire que... Et même les cinémas, ils sont en train de mourir, beaucoup parce que ça devient de la propagande, tous les films. Et s'ils disent n'importe quoi, ou même un humoriste, un spectacle, maintenant tout est regardé à la loupe, personne n'ose plus rien dire. On est vraiment dans un pays... Et bien ça veut dire qu'il n'y a plus de créativité. Non, il n'y a plus de créativité. Ben, les gens, ils quittent les cinémas de plus en plus. Bah oui. De toute façon, il y avait déjà un gros problème avec le Covid, mais depuis, ils n'arrivent plus à retrouver, j'ai lu, même aux États-Unis, c'est presque, c'est mondial, enfin en tout cas c'est occidental tout ça. Alors, oui, malheureusement, et c'est pour ça que par exemple des maisons d'édition comme celle-ci, comme Maya, qui est une petite maison d'édition sérieuse, ben, ça permet à des livres qui ailleurs ne trouveraient pas leur place, non pas parce qu'ils sont mauvais, hein, alors c'est un peu délicat de ma part de dire ça de mes propres livres, mais là je parle aussi en tant que directeur de collection des éditions Maya, je ne parle pas que de moi, mais ces livres qui sont des bons livres ne trouveraient pas leur place, quoi. Et quand on réduit à ce point la liberté d'expression, la liberté de réflexion, la liberté d'insolence, parce que c'est de ça qu'il s'agit, aussi, eh bien, on est une culture qui meurt, quoi. Ouais, de toute façon. Et moi, ça ne me plaît pas, moi, une culture qui meurt. Et le pire, c'est que, et je tourne un peu en boucle comme un bon monomaniaque, et tout ça, bien sûr, ce wokisme dont au nom de ça, de la République, ça serait ça les valeurs de la République. Et bien franchement, pour ceux de ma famille qui sont morts dans les 2 dernières guerres mondiales, voire même certains avant d'ailleurs, la guerre de 70, franchement, l'idée de la République pour laquelle ils se battaient, c'est pas la République d'aujourd'hui, la République d'époque. Hein. Moi je pense que certains membres de ma famille qui sont des héros de la guerre, notamment 14-18, ou tous ces Corses qui étaient dans les forces françaises libres, parce qu'on oublie, hein, en 1943, la Corse s'est libérée, et 12 000 Corses sont partis dans les forces françaises libres. Hein. Eh bien, ils ne seraient pas allés se faire tuer pour défendre les stupidités que l'on entend aujourd'hui. Ouais. Ceci dit, on n'a rien contre les minorités, mais bon, là, ce qu'on en fait... Alors, c'est même pas les minorités, parce que c'est même pas ça, c'est... Moi d'abord, je ne peux pas être contre une minorité, j'en appartiens à une minorité, déjà pour commencer. Non, c'est pas ça, c'est cette espèce de délire
qu'il faut offenser personne, qu'un petit mot, hein, une petite expression, on va chercher à la loupe si ça offense un tel, alors ça fait une polémique, et puis les gens ils sont presque lynchés médiatiquement s'ils ont produit le film, ou les acteurs qui ont fait un film, toujours ils cherchent, est-ce que ce serait pas à l'extrême droite, est-ce que ça, ce serait pas ça, t'as dit ça sur les femmes, est-ce que les féministes, non, ça se dit pas, t'as dit ça, voilà, sur telle minorité, un petit mot, un petit truc, une petite expression, même quand c'est des comiques dans un spectacle, attention, il a dit quelque chose, ça pourrait... Mais alors qu'un spectacle comique, justement, quand tu parles d'une minorité, il faut être taquin, c'est un peu, on sait que c'est de l'humour, même c'est plus reconnu comme de l'humour, n'importe quoi, on va... Et puis il y a confusion aussi entre la fiction dans une œuvre et ce qu'est l'auteur. Très clairement, hein, je vais me prendre un exemple, c'est moi qui parle. Si on pense que ça, c'est Marche forcée, mon premier roman, où le personnage principal est un médecin corse, on pourrait dire oui, ben, c'est un roman autobiographique. Non. Ce personnage a fait des choses qui ne sont pas les miennes. Là, c'est pareil. Par exemple, dans mes romans, je peux décrire... d'ailleurs, je suis en train de travailler là-dessus, sur mon personnage qui va devoir tuer quelqu'un. Alors, j'ai tué des gens, moi? Ben, bien sûr que non. Je suis plutôt là pour les soigner. Dans un autre de mes romans, je décris un musicien qui est noir. Je ne suis ni musicien ni noir. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un roman, c'est un roman. C'est pour faire comprendre des choses. Il peut y avoir des choses qui sont dites, mais ce n'est pas forcément ce que pense l'auteur. Ce que je pense, moi, en tant qu'auteur, je l'ai dit par rapport à la République, bien sûr, mais les personnages des romans, ils ont leur vie propre par rapport à l'économie même du roman, pour faire comprendre quelque chose de plus général. Alors à ce moment-là, on ne décrit plus rien, quoi. On décrit plus rien. On fait un roman, bonjour, au revoir, et au passage, on ne dit rien, quoi. Parce que tous les romans, regardez tous les grands romans, les romans de Balzac, les romans de Victor Hugo, tous les grands romans, les romans français ou étrangers, il y a des personnages qui sont odieux. Alors est-ce qu'on veut dire parce que Victor Hugo a décrit les Thénardier, lui-même il était comme ça? Ben non. Est-ce que non? Par exemple, il y a une scène extrêmement amusante chez Balzac de quelqu'un qui essaie de... Je ne me rappelle plus dans quel roman d'ailleurs, mais il décrit un chien de garde qui mange le pied d'un voleur. Est-ce que ça veut dire que Balzac, il était sadique? Non, il a décrit il a raconté une histoire. Et ce qui est très gênant dans le wokisme, c'est ce sont des gens qui n'ont strictement aucun imaginaire. C'est des gens qui n'ont strictement aucune qualité artistique, parce que sinon, au lieu de faire du wokisme, ce seraient des artistes, des musiciens, des peintres, des écrivains, des poètes, peu importe, mais ce seraient des artistes. Mais ils ne sont pas des artistes, ce sont des censeurs. Ben ouais. Et d'ailleurs, un bon exemple que je trouve toujours, parce que c'est dans Les Bronzés, à un moment, il y a deux femmes qui disent bonsoir, nous allons nous coucher. Il y a Thierry Lhermitte, la plupart des gens connaissent Les Bronzés, et un autre avec lui de la bande des Bronzés, je ne sais plus, mais qui disent bonsoir, nous allons les niquer. Bon, c'est de l'humour, c'est un film drôle, Les Bronzés c'est un film culte, mais maintenant, je pense qu'on ne pourrait pas écrire ça, alors que pourtant c'est des personnages. On sait que Thierry Lhermitte, c'est son rôle de dragueur lourd, comme il y en avait dans les clubs de vacances, mais on nous dirait c'est offensant, c'est sexy, c'est offensant vers les femmes, par exemple. Je pense que c'est le truc qui ferait un scandale, alors que bon, on parle des personnages qui sont comme ça, qui sont peut-être sexistes et tout, on va pas s'en prendre aux acteurs, aux producteurs, c'est une description, mais on pourrait même plus faire ça, je pense. C'est ridicule. C'est ridicule, ouais. Pour moi, c'est ridicule, ça veut dire qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus d'œuvre, parce que l'œuvre, toutes les œuvres, je crois que c'est les œuvres, c'est Oscar Wilde qui le disait, une œuvre, c'est pas un texte, c'est pas un livre de morale, quoi. Par contre, il y a des personnages positifs, des personnages négatifs. Dans ce roman, il y a des personnages positifs, des personnages négatifs. Dans L'être de la femme de l'autre, il y a des personnages positifs, des personnages négatifs.
Et l'important, c'est l'économie du roman et ce qu'après, le lecteur, en s'appropriant le livre, va comprendre et ce que ça va lui apporter à lui, en lecteur, en ingurgitant, si j'ose dire, et puis le livre et en le digérant, et puis pour faire évoluer sa propre pensée. Mais, alors parce que là, dans un roman, là, je vais écrire un viol. Je n'ai jamais violé personne. Je le dis tout de suite, hein, parce que quand le livre sortira, je pense qu'on me fera un procès. D'ailleurs, je viendrai en parler ici, donc après on me fera un procès. Mais j'ai jamais violé personne. Le problème, c'est que j'essaie de faire comprendre quelque chose à travers ce roman. Voilà. Non, mais ça devient de toute façon, voilà. Et moi j'insiste, hein, je suis un peu lourdingue, je le sais, les lecteurs me le pardonneront, et on me le fait au nom de la République. Alors vraiment, la République au Hawk, non, quoi. Quoique là, même là, dans des endroits où il n'y a pas de République, le wokisme est présent et tout. De toute façon, ici on fait au nom de la République, mais même aux États-Unis, on le fait pour autre chose. Alors oui, mais aux États-Unis, ils ont peut-être actuellement le mouvement wokiste en plomb dans l'air. Ouais. Alors qu'en Europe, voilà, en Europe, ils y vont de plus belle. Voilà. Et tellement ça les embête qu'aux États-Unis, ça recule. Ici, ils nous embêtent de plus en plus. Et nous, on subit ça, voilà. Je crois que vous et moi, nous sommes quand même dans la résistance. Ouais, exactement. Nous y sommes, hein. Tout à fait, mais c'est dur quand même, parce que quand on est vraiment pris par ça, voilà... Quand on voit des gens qui sont hypnotisés autour de nous, c'est un peu dur, quoi. On sait qu'on n'est plus... Enfin, moi, je suis plus aussi libre que... Genre, là, je me lâche un peu, parce que ça fait du bien que vous soyez venus, mais bon, avec la chaîne et tout, elle aurait peut-être tourné différemment si on n'était pas sous le président qu'on a actuellement, et j'aurais peut-être fait plus de débats, etc. Alors, après, là, tout ce que j'ai dit sur ce que je fais, sur ce que je pense, sur ce que j'écris, un certain engagement, non pas politique au sens politicien du terme, mais politique au sens noble du mot, c'est fait aussi pour que les lecteurs qui s'intéressent à ce que j'écris, qui lisent mes livres, comprennent un peu la démarche. Des débats politiques... Pourquoi pas, mais alors il faut le faire avec des gens, je dirais, intelligents, qui sont capables de s'écouter les uns. Même s'ils ont des opinions totalement différentes. Non, j'aurais peut-être plus, c'est pas ce que je voulais faire, c'est-à-dire que j'aurais plus dit des trucs sur l'actualité, j'aurais peut-être fait des vidéos pour en parler, et tout ce que j'y pensais quand j'ai ouvert la chaîne, et puis après, quand j'ai vu notamment le DSA, qui sont surtout en Europe et tout, toute cette censure qu'il y a eu sur YouTube et maintenant sur Internet et sur X, et maintenant ils veulent vérifier l'âge, etc. Et si ça vérifie l'âge, c'est pour en savoir plus sur les gens, ça va faire plus de problèmes qu'autre chose, c'est pour lui du fichage. Moi, il me semble que... Là, ils veulent l'identité numérique et nous, quand on voit tout ça, on est quand même... Alors, avantage, inconvénient. On attaque un ennemi que l'on redoute. Donc ça peut veut dire que les gens, les tenants du système que nous dénonçons, le système wokiste actuel et tout, commencent à sentir le danger, sinon ils ne feraient pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est le premier aspect de la question. Le second aspect de la question, c'est, alors là, puisque vous m'avez fait l'honneur de m'inviter plusieurs fois, je pense, je le dis, je pense que l'action de la chaîne, des Chevaliers du Savoir, est des chaînes équivalentes. C'est très intéressant parce que ça présente les choses autrement. Et les gens vont en avoir besoin. Parce que des débats polémiques autour de l'actualité, ça malheureusement, il y en a partout. Oh, il y en a partout. Il y en a trop même. Voilà, et ça lasse tout le monde. Ouais. Et les gens sont à la recherche de sens. Ce que fait votre chaîne, j'en suis totalement convaincu, sinon je ne serais pas là, c'est que ça apporte du sens. Alors évidemment, le sens que nous apportons nous, c'est peut-être pas le sens qu'apportera quelqu'un d'autre, mais nous essayons d'apporter du sens. Et je crois que les gens sont demandeurs de ça. Je m'en rends compte dans mes consultations, quand je discute avec les gens.
le constate aussi par des phénomènes qui ont de plus en plus d'ampleur, par exemple, dans un pays comme la France. Je disais tout à l'heure que la France avait perdu sa vocation de fille aînée de l'Église, mais que constatons-nous? C'est la remontée de la spiritualité, notamment chrétienne. Par exemple, chez nous en Corse, les confréries religieuses abondent. Parce que les gens ont fini par comprendre que l'actualité, ce que l'on leur raconte dans certaines chaînes qui se veulent d'information, mais qui sont plutôt de propagande, ça ne remplit pas leur vie. Et ils sont en train de chercher autre chose. Et je crois que c'est bien, enfin, d'ailleurs je ne devrais même pas dire je crois, je suis sûr que c'est très bien que les Chevaliers du Savoir, avec ces moyens, ils contribuent. D'ailleurs, si vous voulez qu'on ait plus de moyens, qu'on puisse plus contribuer, qu'on fasse plus de choses, abonnez-vous, parlez-en, likez, partagez, voilà, parlez-en. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Il me faudrait plus d'abonnés pour que j'ai plus de moyens. Parce que, voilà, en plus, là aussi, on peut dire, je voudrais aller à des salons du livre près de Paris ou près de l'Oise. Je suis souvent à Paris ou dans l'Oise et j'en trouve pas. À chaque fois que j'écris pour demander à aller dans un salon du livre, on me répond non, on a déjà quelqu'un qui filme, ou non, ça ne nous intéresse pas. C'est vrai, on veut aller dans une librairie, c'est pareil. Là, je voulais aller dans une bibliothèque, même j'ai une bibliothèque que j'ai déjà fait, où je suis déjà allé, j'ai fait dans le 16e. Et je voulais y retourner et on m'a refusé ça. Alors c'est vraiment limitant en plus. C'est quand même en plus, parce que quand je vais dans un salon du livre, quand je vais dans une bibliothèque, je vais pas dire du mal. Alors si vraiment je suis mal à l'aise, ça va pas, je dirai pas, ou je passerai les trucs, et je dis le plus de bien possible. De toute façon, normalement, il n'y a pas les salons du livre, j'ai toujours apprécié, des auteurs indépendants, c'est toujours sympathique, j'adorais cette bonne ambiance, mais je suis plus reçu. Personne ne fait l'effort d'aider quelqu'un, une petite chaîne à démarrer, à faire des choses. S'il y a quelqu'un qui est dans un salon du livre, qui décide des entrées et qui peut me faire venir, que ce soit pas trop loin. Alors, quand il y avait des auteurs, justement, ma chaîne, elle a ouvert un peu avant le Covid. Avant le Covid, il y avait des auteurs, dans plein. Ils sont toujours sur la chaîne, les vidéos. J'ai presque enlevé aucune vidéo de la chaîne. J'étais à plusieurs salons du livre, j'aimais beaucoup, j'adorais. Je disais que c'était très bien, ça se passait bien, la chaîne avait plus d'abonnés. Maintenant, on me refuse où que je veuille aller, on me refuse. Alors, je suis obligé de faire des vidéos seul, où on attend que j'ai des millions d'abonnés pour me permettre ça. Mais pour avoir des millions d'abonnés, justement, il faudrait que j'ai plus de gens qui me proposent que je puisse aller dans des lieux insolites. Heureusement, beaucoup d'auteurs quand même aiment bien venir sur la chaîne et tout. Heureusement qu'il y a ça, et d'autres artistes sont un peu venus, mais bon, tout ce qui est mainstream, c'est même pas mainstream, c'est des salons du livre qui sont même pas mainstream. Je comprends pas qu'on soit aussi fermé pour tout ça. J'aurais mieux aimé faire des vidéos plus distrayantes, qui sortent un peu plus des sentiers battus. Alors voilà, si il y a plus d'abonnés, si maintenant il y a plus d'abonnés, plus de vues, voilà, encore plus que les abonnés, il faudrait que j'ai plein d'abonnés, que chaque vidéo fasse 1000 vues pour que enfin je sois invité à des endroits, qu'on m'offre, je sais pas, je parle aussi de cinéma, j'ai un tout petit peu sur la chaîne, qu'on m'offre des aventures premières de films, que je sais pas, il y a des maisons d'édition qui m'envoient beaucoup plus de livres, ou je sais pas, de romans en avant-première, pour que je puisse plus en parler, et là en plus il y a beaucoup, vous m'avez offert beaucoup de vos livres, mais il y a beaucoup d'auteurs qui me font, j'achète leurs livres même pour en parler. Alors c'est dur quand la chaîne ne gagne rien et que je suis invité nulle part. C'est dommage aussi qu'on en soit là maintenant. Que chacun soit égoïste ou ait peur que c'est parce que c'est un réseau social, on ne veut pas que je filme quelque part. Alors que, pourtant, je dirais du bien des gens, même la bibliothèque, je n'ai pas compris là récemment. Voilà. Moi, pour tout ce que je connais de la chaîne,
on parle des chevaliers du savoir, vous ne dites jamais du mal des gens. Hein. Non, non, j'évite. Même des fois, quelqu'un dans... Eh ben, j'ai eu les cas où je vais inviter des gens et puis j'ai pas aimé le livre ou quoi, alors j'ai essayé de pas donner suite ou je les ai laissés parler de leur livre seul et tout. Même je crois pas, je crois pas trop. Non, j'ai même pas fait ça. J'ai pas parlé ou quand... Vraiment, je croyais même pouvoir inviter des gens dont j'aimais pas le livre et puis finalement, les gens n'ont pas trop insisté, ceux dont j'ai pas trop aimé le livre et j'y ai jamais eu de livre dont que j'aimais pas sur la chaîne. Mais même si j'avais un livre que j'aimais pas, bon, ben l'auteur il fait... Moi, j'aime pas faire descendre des livres, faire des critiques négatives. Alors, même si j'ai fait quelques critiques de livres, si j'aime pas le livre, j'en parle pas. Et les livres que j'aime, si j'aime un livre et que j'ai envie de faire une vidéo dessus ou un film, eh ben je le ferai, mais je laisse de côté les trucs que j'aime pas, vaut mieux faire un truc consensuel, un truc bienveillant, une chaîne bienveillante plutôt, c'est plus ma volonté. Et déjà, les auteurs, ils ont quelque chose, ils écrivent un livre, ils le publient, ils ont du mérite pour ça, je suis assez admiratif, donc je vais pas casser le livre, bon ben si ça me plaît pas, ça plaira peut-être aux autres, c'est même pas la peine. Oui, et puis c'est vrai que du point de vue strictement littéraire, puisque il y a des livres, par exemple, ou des auteurs, moi, qui ne me parlent pas, ça va être étonnant ce que je vais dire, mais par exemple, je n'arrive pas à lire un livre de Zola. Ah ouais. Bah, ça ne me parle pas. Non, ben ouais. Et pourtant, je sais que c'est un très bon auteur, il y a pas de discussion là. Et alors, le pire, hein, c'est que chez moi en Corse, j'ai tous les Zola. Ben, mes parents avaient acheté ça. Par exemple, j'ai tenté de lire plusieurs fois Germinac, je n'y suis pas arrivé. Moi, j'ai lu tous les Rougon-Macquart. Il y a quelques-uns qui ne sont pas dans les Rougon-Macquart, j'ai la collection. Mais pourtant, il n'y a rien à dire. Hein, non, il y a rien à dire. Par exemple, puisque j'ai parlé de musique tout à l'heure, c'est vrai que j'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup un certain type de musique. Par exemple, l'opéra ne me parle pas. Ça ne me parle pas. Alors je reconnais la beauté, la forme, il n'y a pas de souci, je ne dénigre pas. Mais par exemple, en musique, je préfère les symphonies ou un concerto. Ça, le concerto, ça me parle. L'opéra me parle moins. Donc, c'est pas parce que, par exemple, tel auteur ne me plaît pas à moi que c'est pas forcément un mauvais auteur. Ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux être très circonspect, justement. Les chevaliers du savoir, c'est des choses qui me plaisent, où voilà, je les mets en avant, et puis voilà, puis comme ça, il n'y a pas de... après, il n'y a pas de polémique sur des trucs, sur des auteurs, sur des... Il n'y a pas lieu, par exemple, il n'y a pas lieu. Hein. Non, il n'y a pas lieu, parce qu'un auteur, il peut évoluer, un livre qui peut ne pas nous plaire... On peut lui trouver des qualités plusieurs années après, ou tel livre de tel auteur, ça ne nous a pas forcément plu, mais il en a sorti un autre extraordinaire. Donc voilà, il faut laisser la chance les seuls que je critique, alors là je le dis, j'assume, ce sont les politiciens. Alors là, oui, là j'assume. Ça c'est le courage, c'est de critiquer le pouvoir. Voilà, le courage de critiquer le pouvoir en fait. Ça j'assume. Ouais. Alors, par contre, les auteurs, non, ce qu'ils font me parle ou ne me parle pas. Je suis dans une lignée proche ou éloignée, mais je ne critique pas. Par contre, je me répète, alors les politiciens, pas de pitié. Ouais, c'est le système où on nous oblige à vivre et qui fait souffrir beaucoup de monde, on dirait maintenant. Donc voilà, c'est légitime qu'on critique. Après, c'est vrai que l'auteur, l'artiste qui fait son truc, moi je ne veux pas me prendre la tête avec lui. Mais il y en a beaucoup. Enfin voilà, j'ai connu des gens, même des auteurs qui en ont critiqué d'autres, qui n'étaient pas contents parce qu'ils disaient que le livre n'était pas formidable, l'une, alors l'autre, elle voulait plus. Après, ils se sont retrouvés, je ne cite pas les noms, il paraît-il, sur des salons, et ça s'est arrangé entre eux, mais bon, entre elles,
Mais bon, voilà, il y a quelques histoires, moi, j'aime pas. Après, c'est ça, non, mais je respecte même celle qui est auteur et qui parle d'autres auteurs et qui dit j'aime pas tellement tel livre, mais bah, elle le fait, bon, bah, si elle veut le faire, peut-être ça a une utilité pour certains, peut-être que, ouais, moi aussi, j'aime bien avoir des avis pour voir si je vais lire tel livre, voir tel film, ça peut, mais si on dit que c'est mauvais, mais moi, je me le sens pas le faire, voilà. Pour moi, je ne le fais pas non plus. J'avais été. D'ailleurs, je continue d'ailleurs. Par exemple, ça c'est intéressant que je le redise. La collection, cette petite maison d'édition, Animagours, je fais partie de son comité éditorial. Comme j'ai fait partie, quand j'étais beaucoup plus jeune, je vous l'avais dit, du comité éditorial des éditions Actes Sud, au tout début des éditions Actes Sud. J'ai eu une partie de travail de conseiller éditorial, mais moi j'essaie toujours, même si je n'aime pas un livre pour telle et telle raison, de ne pas accabler l'auteur. Et puis, je voulais dire sur le mode de mon humour, je me prénomme Ange, je ne m'appelle pas Dieu, donc je peux toujours me tromper. Par exemple, je vais donner un exemple, parce que c'est une personne très 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 connue. Moi, que voulez-vous? Et pourtant, elle est prix Nobel. Moi, les livres d'Annie Ernaux, moi, ça me laisse totalement froid et totalement indifférent. Ça me laisse froid. Mais moi, c'est ma sensibilité personnelle. C'est pas parce que je ne les aime pas, ces livres, parce qu'ils ne me parlent pas. Tout simplement, ils ne me parlent pas. C'est clair. Que je dois dire mal, voilà, j'explique, non, je l'explique comme je suis en train de le faire, non, telle littérature, moi, ça ne me parle pas. Et puis on peut en rester là, quoi. Ça n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'agonir les gens, quoi. Oui, tout à fait. Bon, très bien, en tout cas, ça fera une belle discussion. Et j'espère que vous avez apprécié aussi. Je ne sais pas comment la vidéo sera reçue, j'espère que vous voilà, tout le temps vous aimez ou pas, de toute façon, vu où on est la chaîne, on verra si vous aimez pas et que vous n'êtes pas content. Mais tout ça, c'est pas grave. Je crois que, connaissant les personnes qui... Mais c'est très intéressant, moi, ça m'aura en tout cas donné beaucoup de plaisir. Alors, je pense que les personnes qui sont des habitués des Chevaliers du Savoir, à mon avis, ça va aller. Mais par contre, comme la chaîne va sur YouTube, elle peut être visionnée par des gens qui sont complètement extérieurs, certains vont apprécier, mais je crois que je vais avoir encore plus d'ennemis que j'en ai habituellement. Moi, ça faut peut-être m'en faire. Mais bon, la chaîne, elle ne fait pas des millions de vues non plus, elle n'a pas des millions d'abonnés, c'est une petite chaîne, donc on verra bien. Non, peut-être que ça me fera venir des abonnés finalement, si ça pouvait ne pas me faire trop de gens qui se désinscrivent, j'espère pas, et si ça pouvait me faire venir plein d'abonnés, on ne sait jamais. Non, nous n'avons rien dit de méchant par rapport aux mais de nos jours maintenant, on critique le wokisme ou autre chose, ou les minorités maintenant, on peut toujours avoir ou la société, mais bon, je m'en fous. Non, ce ne sont pas les minorités que nous critiquons. Mais les gens, ils les prennent comme ça, je vois que il y a beaucoup de gens avec qui on ne peut pas parler, quand tu veux parler on va te dire que tu es raciste parce que tu dis qu'il ne faudrait pas faire venir tout le monde en France, ne pas faire venir toute la misère du monde, tu es raciste. Il y en a, leur truc, c'est qu'il ne faut pas de frontières, il faut faire venir tout le monde, et puis c'est tout. Alors on ne peut pas discuter, faire venir des gens qui soient honnêtes, des gens qui travaillent, qui ont une certaine qualification, on ne peut pas dire voilà, c'est ça maintenant, c'est saoulant avec certains. Le problème, c'est que, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, moi, je n'ai rien contre les minorités, pour la raison que je l'ai dite tout à l'heure, j'appartiens moi-même à une minorité. La question, c'est, ce que l'on critique, ce ne sont pas les minorités, c'est le discours mainstream
sur les minorités. C'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose. Et moi, je suis assez mélangé aussi. Je suis pas un Français 100% gaulois et tout, mais voilà, je suis patriote et je suis pas pour faire venir tout le monde et n'importe qui dans n'importe quelle circonstance. Voilà, mais si je vois n'importe quelle personne d'une minorité, je vais bien sûr, je ferai ce que je peux pour lui, je vais l'aider, je vais discuter comme c'est un être humain comme tout le monde, bien sûr, mais après il y a les façons de faire dont l'État doit, on ne peut pas faire venir n'importe qui, alors qu'il y a même plus de place, il y a plein de chômage, etc. C'est même pas, par exemple, je veux raisonner. Que je vois un noir, un blanc, un rouge, un vert, si c'est je m'en fiche, si c'est une bonne personne, on se rencontre, si je peux l'aider, je ferai quelque chose pour lui, il n'y a pas de problème. Bien sûr, en plus. On peut devenir ami, on deviendra ami avec n'importe qui. Mais c'est plutôt voilà, c'est le discours ambiant sur les minorités qui est, en plus, c'est un discours hypocrite. C'est un discours faux. Parce que, par exemple... Ouais, ben voilà, aux États-Unis, c'était Black Lives Matter. Bon, dire que les Noirs, c'est des gens bien, que la vie d'un Noir compte, c'est ça, mais l'hypocrisie, c'est qu'après, ils demandaient à des gens de se mettre à genoux, même des footballeurs, ils se mettaient à genoux en France et tout, pour... voilà, c'est donc les minorités qui veulent dominer. Moi, j'ai rien contre les Noirs et tout, mais... c'est pas parce qu'il y a mon arrière-ancêtre qui a peut-être, et je découvrirai qu'il a été esclavagiste, j'en sais rien, sûrement pas d'ailleurs, que je vais me mettre à genoux et non, il n'y a pas de repentance à avoir, j'ai rien fait à personne. D'autant qu'en plus, derrière tout ça, parce que là c'est un autre, alors c'est marrant, c'est amusant que je ne devrais pas dire le mot marrant, mais amusant qu'on en soit là dans la discussion, parce que c'est le travail que je fais pour peut-être un essai politique, parce que comme les lecteurs, spectateurs et fidèles de la chaîne le savent, donc ils l'ont compris. Après, j'écris des romans et des textes politiques. Ouais. Des textes politiques dans vous avez montré à peu près tous vos livres, je crois, la première fois, il me semble. Il en manquait, je ne sais pas, non, on avait un beau panel de ce que vous avez. La question, et là je travaille là-dessus, parce que le problème, c'est que, prenez Black Lives Matter, pardon, puisqu'il faut faire la... Ouais, il y a eu des émeutes, des bagarres avec ça. Mais, qu'est-ce qu'il y a derrière? George Soros. Voilà, c'est-à-dire que, on s'est compris. C'est-à-dire que ce sont des aigrefins qui font les choses parce que ça leur rapporte à eux, parce qu'il y a des intérêts financiers, des intérêts économiques, des intérêts hégémoniques, et qui se servent des minorités, non pas pour aider la minorité, mais pour se servir eux. Par exemple, puisqu'on est sur les États-Unis, restons sur les États-Unis. Clairement, les démocrates, pendant des années et des années et des années, jusqu'à Clinton, ils ne nommaient pas de noirs à des postes importants. Oui, ils flattaient l'électorat noir aux États-Unis pour avoir des voix, ça oui. Mais après, non. Dans notre pays, par exemple, je sais que, alors là, ça va être polémique, ça, je le sais, mais je le fais exprès. Allez, je le fais exprès. Quel est le parti politique en France, et notamment en Île-de-France, puisque nous habitons en Île-de-France, qui a eu le premier conseiller régional issu de l'immigration maghrébine? C'est pas le Front National. Eh ben oui. Farid Smaï, c'est pas oui, Farid Smaï. Ouais. Eh ben oui, ils l'ont fait 15 à 20 ans avant les autres. Eh ben oui. Alors, clairement, je ne suis pas membre du parti dont je viens de parler. Moi, je l'ai dit clairement, je suis nationaliste corse, donc très clair. Mais voilà, donc il y a ce que raconte une certaine intelligentsia, mais ce que raconte cette intelligentsia, elle le fait non pas pour défendre les gens dont elle prétend qu'elle prétend défendre et dont elle prétend embrasser la cause. Non. Ils le font pour des valorisations personnelles et pour des intérêts. Et c'est ça la duperie. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je n'ai rien contre les minorités, c'est comme ça. Mais j'ai tout contre le discours sur les minorités. Pourquoi? Parce que c'est un discours faux. C'est un discours
ignoble. Par exemple, on voit bien ce que le système économique fait. Je le dis d'autant plus que je suis médecin du travail. Je vois très bien ce qu'il y a derrière. Il n'y a pas d'humanité au sens noble du terme. Non, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Et moi, ce qui m'amuse toujours, c'est de voir une prétendue gauche qui a un discours, par exemple, très immigrationniste, mais qui est le discours exact du patronat, qui lui emploie une main-d'œuvre servile pour ne pas la payer. Et c'est ça la gauche française, c'est ça ce qu'elle est devenue. Mais on est loin de Jaurès, là. Hein. Oui, mais de toute façon, ça, on peut le voir partout. Même, on peut dire, c'est bien, on était tous dans le camp féminine, c'était pas le... comment ça s'appelle, le langage, là, où on mettant des E... le truc inclusif, je sais même plus comment ça s'appelle, la littérature inclusive, je sais plus. Mais, normalement, je sais pas. Mais quand c'était que les femmes faisaient du travail, c'était bien, mais dans un autre sens, on peut être polémique en disant que le patronat, ça l'arrange qu'il y ait les femmes et l'homme qui travaillent, parce qu'il était obligé de donner un salaire... Exactement. L'écriture inclusive, voilà. Il était obligé de donner un salaire décent à l'homme pour qu'il puisse voir sa famille avant, pour qu'il puisse nourrir sa famille, et après, voilà, qu'on réfléchit un peu, maintenant, il peut donner un salaire de misère à la femme, et ils subviennent un peu, il faut 2 salaires maintenant. C'est exactement ça, par exemple. C'est malheureux, même. Mais c'est exactement et là, c'est une réflexion. Bon, c'est pas pour ça qu'on pourrait dire qu'il faut que les femmes ne travaillent pas, mais on est dans des problèmes compliqués, très compliqués. Le walking, ça simplifie trop. Et le néo-féminisme aussi. Parce que le féminisme, quand on disait que les femmes, fallait qu'un vote, fallait qu'un travail, c'était respectable quand même, mais est-ce que c'est devenu maintenant... J'ai un petit cousin qui avait parlé de ça, il s'appelle Bernard Mésadry, et c'est un philosophe. Il avait expliqué ça, il dit que de toute façon, le travail ne libère personne, quoi. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Ça dépend qui, ça dépend quel travail. Bon, quand tu es journaliste dans une grande chaîne de TV, bon, ou t'es acteur ou quoi, mais bon... Mais quant à ce que vous disiez, Michael, notamment sur l'évolution du travail féminin, par exemple, il y a une personne que je suis sur les réseaux sociaux parce que je l'avais vu aux États-Unis, à Berkeley. Ça fait très sérieux, mais c'est comme ça s'est trouvé comme ça. Il s'appelle Robert Reich, c'était le conseiller en affaires sociales de Clinton, dont j'ai parlé tout à l'heure, et il explique parfaitement bien. Donc Robert Reich, c'est pas du tout quelqu'un qui est du côté de Trump ni rien du tout, c'est plutôt un démocrate, plutôt quelqu'un de gauche, presque au sens où on l'entend en France. Il explique clairement ça, l'attitude du patronat, notamment américain, qui a favorisé donc, les mouvements intellectuels féministes, de façon à arriver à ce que vous avez décrit. Comme ça, on peut baisser les salaires des gens. Donc, il faut bien regarder la chose. Évidemment, pour qu'il n'y ait pas la moindre ambiguïté, tiens, puisque tout à l'heure, j'ai fait allusion à la constitution de Pascal Paoli, donc 1755 en Corse. La constitution de Pascal Paoli prévoyait le droit de vote des femmes. Exactement, dans les assemblées villageoises, c'était les chefs de famille qui votaient au nom de toute la famille. Mais quand le chef de famille était une femme, parce que le mari avait eu le bon goût de mourir ou de disparaître, les femmes avaient le droit de vote. Donc on ne vienne pas me faire de faux procès sur l'égalité homme politique homme-femme. Je ne l'accepterai pas. Mais néanmoins, il faut bien regarder le processus. Parce que quand on veut rouler les gens, on ne va pas leur dire je vais te rouler, je vais t'arnaquer. On leur met de belles idées en avant, mais il faut regarder ce qu'il y a derrière. Alors je ne dis pas qu'il y a une femme présidente de la République, pas de souci. Il y a des femmes qui sont très intelligentes, même beaucoup plus intelligentes que les hommes. Il y a des femmes qui ont des grandes qualités. Aucun problème avec ça. On ne peut pas empêcher les femmes de travailler, etc. Il faut que les femmes votent. Même je serais même pour qu'il y ait... Bon, même pour l'avortement, je ne suis pas complètement... Bon, il ne faut pas le faire n'importe comment, mais ce serait le bordel si il n'y avait pas d'avortement, les femmes auraient des... Donc je ne suis pas contre non plus, voilà, on n'est pas... C'est le discours. Ouais. Moi, quand j'entends certaines personnes tenir un discours, et j'ai fait de la politique à une époque, donc je sais à peu près les réseaux qu'il y a derrière,
Je me dis, ça, c'est encore une idée que l'on avance pour mieux arnaquer la population. Ben ouais, par exemple, et même pour parler de ça, par exemple, et comment les gens ils sont simplistes pour l'Ukraine, on a tout de suite dit c'est Poutine qui attaque comme s'il n'y avait rien, alors qu'il y a des processus compliqués, il y a des choses, et les gens tout de suite, il y en a, ils mettent sur Facebook, vous voyez, ils mettent un drapeau ukrainien, mais 2 jours après que Poutine attaqué l'Ukraine, mais parce qu'il y avait des raisons derrière, sans réfléchir. Et ça, le processus, c'est que nous, on donne des milliards à l'Ukraine maintenant au lieu de donner à notre agriculture, alors qu'on ne faisait jamais ça avant. Alors qu'il y a quand même, on est dans une situation politique lamentable, l'inflation et tout. Mais alors, il faut savoir qui on a mis à la tête du pays. Premièrement, sauf erreur de ma part, les Ukrainiens ne sont pas les ennemis des Français. Sauf erreur de ma part, les Russes ne sont pas les ennemis. Exactement, c'est ça. Ne sont pas les ennemis des Moi, Français. je n'étais même pas pour qu'on prenne trop parti. Mais je suis totalement opposé à ce qu'on prenne parti dans une guerre qui ne nous concerne pas directement. Déjà pour commencer. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on en sait de ce qui se passe? Je m'explique. D'abord, la situation là-bas est confuse, mais les aides. Ou alors c'est pas Exactement. Donc là, moi, méfiance. Moi, ce qui me paraît important, c'est de défendre l'intérêt de la nation française. Et puis le reste. Je vois pas pourquoi, même qu'il y a on ne sait pas le truc, alors comment, même jamais on avait donné des... Est-ce qu'on avait déjà donné des milliards à un pays comme ça parce qu'il y avait un conflit, là, c'est intéressé. Qu'est-ce qui nous dit qu'il donne des milliards? Est-ce qu'il nous dit qu'il n'y a pas des rétrocommissions? Enfin, du discours officiel, on nous dit on donne des milliards, c'est-à-dire que de toute façon, par prétexte de l'Ukraine, on va prendre des milliards qui sont censés aller en Ukraine, et ça alors qu'on n'a jamais été dans une situation pareille. L'inflation c'est terrible, il y a des gens qui ne mangent plus à chaque repas, il y a des gens qui se suicident. Parce que nos dirigeants s'en foutent. Si on était un pays hyper prospère, on était encore dans les 30 glorieuses, qu'on ait la lubie de dire que c'est les Russies des salauds, qu'on veuille donner des milliards à l'Ukraine, si les Français, ça leur faisait rien, moi. D'accord, mais c'est les Français, pour moi, l'important, c'est le peuple. D'autant que, je ne veux pas être méchant, mais une vraie guerre contre la Russie, ça va. Est-ce qu'on a envie de faire une guerre avec une puissance nucléaire qui peut nous anéantir? Non, normalement non, mais ils sont tellement fous que des fois on ne sait pas si c'est de l'époque ou si c'est... Alors voilà, donc moi ma position c'est celle-ci. On ne défend que les intérêts nationaux. Ouais, moi aussi. L'armée, elle est là pour défendre le territoire national, le peuple. Et après, les guerres extérieures, on peut avoir de la sympathie pour les uns, de l'antipathie pour les autres. Chacun pense... Surtout que l'Ukraine, elle n'est même pas dans l'Union européenne. Mais on n'a pas à se mêler de guerres qui ne sont pas les nôtres. Aussi, même ce qui se passe au Moyen-Orient, bon, ça peut être triste. Les gens, ils ont le droit d'être avec les Israéliens, avec les Palestiniens, mais la façon dont on fait qu'ils se battent sur le territoire français pour la guerre, moi, qui est dans le désert et à des kilomètres, non, c'est pas possible. On se divise pour des guerres qui sont extérieures, mais c'est peut-être fait volontairement. Oui, c'est ce que je pense aussi. C'est fait volontairement. D'un côté, vous avez... Dans tous les cas, les gens ils sont divisés avec le Covid, avec le pass sanitaire, l'Ukraine, tout est fait exprès pour que ça se dise. Un peuple qui est désuni. Il va se battre contre lui, il n'ira pas voir les véritables responsables qui sont nos dirigeants. Voilà. Et c'est exactement ça. Maintenant, on est dans le politiquement totalement incorrect. Oui. Merci à tous pour votre suivi. J'espère que la vidéo vous plaira, quoi qu'il y ait. Puis vous avez entendu un petit peu, c'est venu spontanément, mais au moins, remarque, c'est une vidéo politiquement incorrecte, comme vous ne voyez pas sur les autres chaînes, puis je suis assez content de l'avoir fait. On verra ce que j'en fais. Merci à tous et en tout cas, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.